venir sélectionner dans la vue 3D en mode lasso. Donc je maintiens Shift, le clic gauche, maintenu pour faire une boucle. Je vais venir sélectionner les polygones qui m'intéressent. Si jamais j'en sélectionne en trop, je me plateau la vue de dessus et je viens les désélectionner en maintenant CTRL appuyé, Shift et CTRL appuyé pour pas perdre la sélection, comme je viens de faire. Voilà, ça c'est la petite astuce pour avoir un terrain roulable un peu plus long, un peu plus large, en ayant toujours des polygones de 2 mètres de long. Hop. Alors, on va voir maintenant pour me placer les objets. On peut faire un terrain, peu importe, c'est vraiment juste pour avoir du sol. Pour placer les objets sur le terrain, tu as le droit de me l'afficher. Donc les objets se manipulent uniquement dans la vue 3D. Double-clic droit de souris pour aller là où le pointeur est. Et les objets se mettent alors soit en mettant Edit Object, soit ES Object. Deux catégories d'objets. Donc on clique sur l'icône Edit Objet, et ici il vous met la liste des Xpack que vous avez. Là, en l'occurrence, je n'en ai chargé aucun, donc j'ai le Xpack par défaut qui contient que quelques objets. Pour charger des Xpack une fois dans BTB, il faut faire File, Expansion Pack, et venir charger, donc cocher les cases qui nous intéressent pour les objets en question. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Allez, un pack de ce cher JP, qu'on remerciera jamais assez pour son super X-Pack de Grande-Bretagne. Une fois que le X-Pack est chargé, on rouvre la fenêtre Edit Objet et j'ai bien ici le Grande-Bretagne. Pour placer, c'est du glisser-déposer. Il me suffit de sélectionner, de venir placer la barrière. En faisant ça, je me retrouve, si je me mets dans Edit, je me retrouve avec un seul champ, défaut, qui contient mon panneau. Dans l'onglet Edit, j'ai ici des icônes qui vont me permettre de déplacer, de pivoter ou de redimensionner ou d'aligner à la piste l'objet ou les objets sélectionnés. Le pivot, donc c'est le point central de mon objet, va me permettre d'effectuer les rotations ou les translations. Vous avez également les possibilités d'activer des propriétés, que rester au sol, d'être solide et d'avoir une collision. Donc collision dans BTB pour RBR, vous ne pouvez pas avoir de mouvable, ça marche pas la peine d'essayer. Ça marche pour RFactor, mais pas pour RBR. Donc ensuite render, c'est pour rendre visible l'objet ou non. Alors l'intérêt, toujours là, quel est l'intérêt d'une telle option? C'est de pouvoir placer des murs ou des objets qui vont servir de limite à votre terrain ou à votre route pour faire des collisions qui ne seront pas visibles. Si elles ne sont pas visibles, elles vont donc demander beaucoup moins en mémoire. Donc ça peut être pratique. Receive Shadow, ça marche pas pour RBR, mais ça marche pour RFactor. C'est pour que l'objet puisse recevoir les ombres d'autres objets et créer des ombres. Cast Shadow, c'est les ombres qu'il va projeter. On peut définir la qualité des ombres. Pareil, c'est pas pour RBR, c'est pour RFactor. Drivable, c'est si vous avez la possibilité de rouler sur l'objet.
que pour RBR, je vois pas trop, mais ça peut. Movable, donc on a déjà vu, c'est pas possible. Always Render, c'est pour dire qu'il soit tout le temps rendu, c'est-à-dire qu'il il ne peut pas prendre en compte le load-in out. Receive Light, c'est comme Receive Shadow, c'est est-ce que l'objet peut recevoir des projections lumineuses. Si vous mettiez par exemple une forêt avec un lampadaire au milieu, en pleine nuit, si vous n'avez pas coché cette case-là, les arbres qui sont à proximité du lampadaire et qui devraient être visibles en théorie, parce qu'ils reçoivent un peu de lumière, ben, ils seraient tout noirs. Dans RFactor, évidemment, dans RBR, la gestion des lumières n'y est pas. Ensuite, vous avez le load-in, load-out, c'est ce qui va permettre de définir le, le champ de vue de l'objet, c'est-à-dire que c'est la distance à laquelle l'objet va apparaître par rapport à notre point de vue. Par exemple, si je me place la caméra ici et que je suis à 2000 mètres de l'objet, l'objet ne va pas apparaître. Quand je serai à moins de 2000 mètres de l'objet, il va commencer à apparaître. Alors 2000 mètres, ça fait 2 km, ça fait quand même une sacrée distance. Donc il faut souvent le modifier pour l'adapter à l'objet en question. Donc on va arriver à la deuxième partie, parce que modifier ça à chaque fois pour chaque objet, ça fait long. Donc l'intérêt d'ici d'avoir des faux, c'est de pouvoir créer des groupes, plusieurs groupes différents. Alors ça, vous pouvez créer des groupes d'herbes, des groupes d'arbres, des groupes de spectateurs, des groupes de maisons, des groupes de barrières, de panneaux, etc. Ou alors créer des groupes qui vont être des groupes de distance. Par exemple, les objets proches de la route, puis les objets un peu plus lointains, puis les très lointains, ou alors des groupes de distance, mais dans le sens des gros objets au début de la route, puis objets au milieu, puis objets à la fin. Là, moi je conseillerais plus de mettre par catégorie d'objets pour pouvoir leur attribuer à un groupe, tout l'ensemble des objets d'un groupe, les mêmes propriétés d'un coup. Donc pour ça, il vous suffit par exemple de placer une deuxième barrière, si je mets une deuxième barrière, et qu'après je mets un bâtiment, hop, une maison, qui n'ont pas les mêmes propriétés. Si je n'ai pas fait attention, il me place tout par défaut dans défaut. Alors la solution consiste à soit sélectionner l'objet, puis venir faire un split. Il m'a créé un nouveau groupe qui s'appelle split, et dans le groupe split, je n'ai que la maison. Si je fais hide unselected pour masquer ce qui n'est pas sélectionné, il me cache bien les deux panneaux. Maintenant, si je sélectionne défaut, je désélectionne mon objet, je sélectionne défaut,